Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité au D12 de Pyramide FM. Sur le calendrier, nous sommes le dimanche 26 mai 2019. On peut se demander si nous sommes à la même date au Togo. Curieuse interrogation, mais pénétrer les quartiers de la plus grande ville du pays pour comprendre. Visiter la famille Soumaïla à Vakpo-Sito, visiter la famille Kounyoou à Kengezobedi ou encore la famille Koulekwato à Adamavo pour s'en convaincre. Parce que le Togo est entré dans sa saison des pluies, les calendriers ont donc pris un choc. 2019 connaît donc un bug, sommes-nous retournés en 1920, puisque la saison des pluies est en train de défigurer sans gêne et sans cynisme la beauté de la ville. Mais que faire? Les élections locales seraient-elles alors les essuie-tout indiqués pour les eaux de pluie vers des destinations plus indiquées? Le dimanche 30 juin 2019, plusieurs millions de Togolais se rendront aux urnes pour élire leurs conseillers. Les historiques élections locales semblent mobiliser tous les acteurs. C'est la première fois depuis 1987 que des Togolais feront un tel exercice. C'est la première fois depuis 2015 qu'un tel degré d'unanimité est atteint au niveau de la classe politique. Le chef de l'État, le chef de file de l'opposition, l'ancien chef de file de l'opposition, les présidents des partis politiques ont tous entonné l'hymne à la participation aux élections. Seul ou en famille, avec des amis ou des alliés, la marche vers le 30 juin est une réalité. Cette semaine, c'est bras dessus, bras dessous que MCD, NI et K ont annoncé les listes communes. Mais qu'est-ce qui a changé depuis le 20 décembre 2019 et les législatives de fin d'année? C'est une des questions qu'on peut retrouver au Parti des Togolais ou encore au Parti national panafricain. Samedi, le mot panafricain a résonné aux quatre coins du continent. La journée internationale de l'Afrique a encore célébré l'unité du continent noir. Célébré sur le papier puisque l'Égyptien du bord du Nil reste loin du Sénégalais de Djaraf ou du Congolais de Lumumbashi. Qu'est-ce que les Africains célèbrent en réalité le 25 mai? Les acquis ou les défis? Parmi les défis, le terrorisme international se dresse désormais tout le long du Sahel, telle une géante mer intérieure. Ces vagues tentent de joindre l'Atlantique au sud. Allions-nous être engloutis? Voilà les interrogations à Cotonou, mais aussi à Lomé. C'est le temps des inquiétudes, un temps sans doute voisin de celui de la terreur de la LTDH. Entre juillet 2018 et avril 2019, la Ligue togolaise des droits de l'homme dénonce de nombreuses atteintes aux droits de l'homme au Togo. Les enquêteurs de la Ligue ne se sont-ils pas trompés? Notre invité est Jean Kissi. Il est secrétaire général du comité d'action pour le renouveau. C'est le cas. Bonjour. Bonjour Pierrot et bonjour à toute la direction de Canal FM. Non, plutôt c'est Pyramide FM, excusez-moi. Je rappelle le numéro de l'émission, c'est 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Cette nouvelle, pour commencer cette émission, 2 journalistes de Pyramide FM ont été primés ce week-end à Lomé grâce à l'ambassade des États-Unis, mais aussi à l'ambassade de France et au PNUD. Il s'agit de Yves Aounion qui a gagné le premier prix de la catégorie des radios et puis Patrick Degueville, lui, s'est classé 3e. Le PDG du groupe Média Pyramide et l'ensemble du personnel de la radio voudraient bien féliciter ces 2 agents. Une réaction à cette nouvelle? Je voudrais aussi les féliciter, des journalistes que je connais bien, qui ont travaillé dans d'autres médias dans de dures conditions, certains chez la presse, avant de venir ici. Et Dieu merci, je crois que l'Afrique et le Togo révèlent toujours des compétences, des gens qui ont travaillé dans des situations difficiles, des gens qui ont été même à l'école dans des situations difficiles et qui font leur petit bout de chemin. Et je crois que je leur envoie mes félicitations aussi. Coucou à vous deux. Alors, peut-être sur ce point, vous ne m'en avez pas donné l'occasion, mais je m'en voudrais si je manquais de le faire. Je voudrais souhaiter vraiment une bonne fête à toutes les mères. C'est très important pour moi parce que ma mère a été un élément essentiel dans ma vie et dans mon éducation. Et je suis en fait le moule de ma mère, si vous la connaissiez. Donc je voudrais vraiment souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mères. Et je souhaite que leurs enfants
leur ait donné la joie dans une journée comme celle-ci. Sans doute que vous faites le porte-parole de tous les enfants de la Terre pour souhaiter une bonne fête des mères à toute l'humanité, puisque tout le monde est né de D'une mère, exactement. Sans mère, on n'existe pas. Il y a cet extrait du nouveau président ukrainien Zelensky qui est énormément partagé sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'il a été élu récemment président de la République. Je cite ce passage qui fait le buzz un peu partout. Je ne veux vraiment pas de mes photos dans vos bureaux car je ne suis ni un dieu ni une icône, mais plutôt un serviteur de la nation. Accrochez plutôt les photos de vos enfants et regardez-les à chaque fois que vous voulez prendre une décision. C'est totalement nouveau là. C'est toute une profonde pensée. C'est toute la nature, je crois, déiste de l'homme qui se révèle dans ce que ce président dit. Il ne faut pas sacraliser les gens parce qu'ils sont présidents. Comme il le dit, hein, les présidents ne sont pas des dieux, c'est des hommes comme nous. Vous allez dans un pays comme la Suisse, le chef de l'exécutif n'est pas sacralisé et ce pays progresse très bien. Je me souviens, lorsque Gbagbo était venu au pouvoir, il a tenté aussi une chose comme ça. Je me souviens, un de nos amis qui était de la FESI, avec lesquels nous avions travaillé dans les années 90, eux à la tête du mouvement démocratique en Côte d'Ivoire, et nous ici, Évariste Ohinche, m'avait interpellé à la gare et m'avait demandé est-ce que je vois cette décision que Gbagbo avait prise. Elle avait demandé aux gens de décrocher ces posters de tous les murs des bureaux. Et je crois que c'est important. Je ne sais pas pourquoi dans tous les hôtels, dans des pays dictatoriaux ou dans des pays où on n'a pas encore acquis la formule, dans tous les bureaux, les gens accrochent la photo du chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas une tradition puisque même dans les pays développés, cette tradition, elle existe. Oui, mais à quoi sert cette tradition? Moi, je vais dans des bureaux en Allemagne où il n'y a pas la photo du chef de l'État accrochée. Vous avez des hôtels, les hôtels privés qui sont installés. Pourquoi sont-ils obligés à leur réception d'accrocher la photo du chef de l'État comme si le pays se résume en la personne du chef de l'État? Non, je crois que c'est des idées, des grandes idées, des idées nobles qui vont faire évoluer le monde. C'est pour ça que c'est même distribué comme ça dans les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas un symbole que d'avoir le premier des citoyens de chaque pays accroché, quand même son image accrochée dans les bureaux? Qu'appelez-vous premier des citoyens? D'où est-ce que cela vous vient? Quelqu'un qui est un Togolais, qui dans une discipline olympique arrive dans des situations difficiles à gagner quelque chose pour le Togo, dans des situations rares, est-ce que ce n'est pas le premier des citoyens? Dans sa discipline? Oui, dans sa discipline. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le premier des citoyens? Il n'y a pas de preuve qu'un président de la République, dans sa gestion du pays, ou même dans sa vie, ait plus de mérite que d'autres personnes. Vous voyez, moi je prends par exemple quelqu'un comme Kakonou Boupo, qui a fait ce régime. Les idées novatrices qu'il a annoncées et qu'il a essayé d'évoquer, qui n'ont pas été acceptées. Si on me demandait, moi personnellement, peut-être quelle photo j'accrocherais, peut-être j'accrocherais une photo d'Agbouibo pour ce qu'il a fait pour la démocratie, ou une photo de Kakonou Boupo pour tout ce qu'il fait pour le franc CFA et ce qu'il fait pour ses idées novatrices. Voilà en quoi on est premier des citoyens. Il est le chef de l'État togolais, ça reste là, chef de l'État togolais. On n'est pas premier des citoyens. Le premier des citoyens togolais, pour moi, c'est ma mère. Est-ce que vous pensez que l'idée telle que véhicule, cette idée véhiculée par le président ukrainien Zelensky, est-ce que ça va faire du chemin? Je crois que il va y avoir du blocage. Les autres chefs de l'État, toujours tel qu'on est, l'homme égocentrique qu'il est, je ne crois pas qu'il puisse rapidement adopter, mais je crois que tel que les citoyens le font, si l'idée traverse le monde, oui, dans certains pays, on peut commencer par voir ça. Ouais. Voilà donc pour l'Ukraine, puisque pour ceux qui nous écoutent, l'Ukraine c'est encore très loin de notre pays, c'est quelque part très proche de la Russie pour ceux qui ont une idée de la géographie du monde. Vous êtes revenu ici dans la peau d'un ancien député, vous étiez ici il n'y a pas très longtemps et comme député, ce changement de statut, est-ce que ça marque sa personne? Oui, je dis souvent aux amis, hein, si vous voyez mes amis les plus proches, dont vous connaissez un certain nombre, j'ai l'habitude de
de sortir cette formule, la vie après le pouvoir, que j'en jouis. Parce que vous étiez député, vous êtes obligé de respecter un certain nombre de convenances, etc. Difficile d'aller à la cantine de l'aéroport, boire un pot, sans qu'on ne vous fasse la remarque, ah, vous êtes quand même député, etc. Là, je dis, j'ai retrouvé ces habitudes de pouvoir vivre librement, de pouvoir circuler partout, de pouvoir aller dans les petits milieux aussi et me sentir à l'aise. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que mais en fait, c'est passionnant aussi la vie après le pouvoir. Est-ce qu'on ne regrette pas, par exemple, l'émission à l'extérieur? Qu'est-ce que ça veut dire l'émission à Je l'extérieur? dis l'émission officielle à l'extérieur du pays. C'est Non. quand même aussi des découvertes énormes. Oui, c'est des découvertes énormes, mais il faut reconnaître que moi, j'ai parcouru le monde beaucoup avant de devenir député. J'ai circulé dans beaucoup de milieux. En Allemagne, je connais presque toutes les villes. Je dirais difficilement qu'il n'y a pas une grande ville de l'Allemagne que je n'ai pas visitée. Donc, ce n'est pas les quelques missions que j'ai effectuées pendant que j'étais député qui font en fait l'auréole de ma vie. La preuve même, il y a plusieurs députés qui n'ont jamais fait une seule mission jusqu'à la fin de la législature. Voilà. Vous êtes redevenu, si les informations que j'ai sont bonnes, vous êtes retourné à la fonction publique. Ça aussi avait fait un buzz à une certaine époque donnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, de façon malencontreuse. Et c'est vraiment dommage lorsque les gens positionnent la politique au bas de la ceinture. C'est vraiment dommage. Je me demande si Dieu doit donner la faculté à chacun de se dire politique. C'est quand même dommage. En fait, moi, j'étais à la fonction publique avant de devenir député. Les gens, peut-être, certains ne le savaient pas, mais certains le savaient. L'homme dont l'idée est même partie le savait. Parce que quand moi j'étais à la fonction publique, lui aussi était dans une administration publique. Et dans le cadre des discussions sur les idées CST et Arc-en-Ciel, j'allais souvent le voir. Donc, moi, j'étais avec Maître Agbouibo à la primature en tant qu'assistant personnel. Et ayant servi l'État à ce niveau, lorsque j'ai quitté Maître Agbouibo, j'étais à la fonction publique depuis 2009. Et c'est là-bas que j'étais lorsque j'ai mené tous mes combats, etc. Donc, lorsqu'on a quitté l'Assemblée, on était presque une vingtaine de députés qui étaient à la fonction publique et qui étaient revenus, dont je crois 12 à peu près, qui étaient du parti au pouvoir, et 6 qui étaient à la fonction publique et qui étaient du parti d'opposition, de l'ANC, du CAR, ADI, jusqu'aux autres indépendants qui étaient là. On était un certain nombre. Donc, au moment où le buzz se faisait, et même jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas retrouvé un poste à l'Assemblée, mais les gens ont cru à la fonction publique. Les gens ont cru pouvoir mentir en mon nom comme si, au moment où on avait fini, le 20 décembre, et que j'avais posé la question, le CAR avait posé la question, que j'avais portée dans les médias, que nous avions conduit le peuple dans l'impasse au sein de la C14, et qu'il faut rectifier le tir, il fallait faire plomber Jean Kissi, il fallait sortir une histoire qui disait que je suis allé voir M. Bawara, qui est ministre de la fonction publique, et que j'étais devenu le conseiller spécial du ministère de la fonction publique. Jusqu'à présent, la plupart de ceux qui étaient dans la fonction publique et de l'opposition et qui sont à l'Assemblée, plusieurs ont retrouvé leur poste, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore été remis dans mon poste. Et pourtant, voilà ce que nous connaissons au Togo. Mais ce qui est dangereux... Donc pour l'instant, vous êtes dans la nature, c'est ce que vous voulez dire? Oui, oui, mais ce qui est dangereux dans le schéma, c'est l'impression que les gens ont envie de donner, comme si c'est UNIR seul qui a le droit à l'administration publique. L'administration publique appartient à tous les Togolais. Et il n'y a pas, ce serait même mal faire aux Togolais de donner l'impression que c'est seulement les gens qui sont à l'UNIR qui ont le droit d'être à l'administration publique. Dans ces conditions, tous ces enseignants qui meublent nos partis politiques sont obligés de démissionner de la fonction publique. Moi, j'en donne la preuve que la politique ne se fait pas sur ces bases-là, que ce n'est pas sur la base de l'hypocrisie et de la félonie qu'on fait de la politique, qu'il faut être juste. Moi, je suis un exemple palpable que l'administration togolaise appartient à tout le monde. On ne doit pas donner... C'est quoi? Est-ce que je suis obligé d'être d'un parti ou d'une ethnie, comme celui qui vante la chose est, pour que moi j'ai le droit de participer à l'administration publique? Je crois que c'est le schéma que le CAR voulait casser dès que nous avons déclenché le processus démocratique. Je voudrais ajouter, si vous permettez, Non, mais allez-y. que
il y a eu une formule, une philosophie que j'ai sortie quand on était à la tête d'un mouvement démocratique, du collectif d'un mouvement estudiantin, c'est la dénonciation du médefrérisme. En ce moment-là, pour avoir un poste, on vous appelait médefrères. Donc quand vous sortez de l'université, nos grands frères, comme les logos d'Ossouvi, etc., quand vous sortez de l'université, c'est les médefrères qui devaient avoir en premier lieu les postes. Ça a fait partie de l'un des éléments qui m'a déterminé à être l'un des leaders du mouvement démocratique dans les années 90. Ce n'est pas aujourd'hui que je reviendrai pour dire que c'est seulement les gens de l'UNIR qui ont droit à l'administration publique. Donc, si on comprend bien, là, vous avez quitté l'Assemblée nationale parce que votre parti n'a pas participé aux élections législatives et que vous êtes, pour l'instant, dans la nature, le temps de retrouver votre poste dans l'administration togolaise. Mais il y a quelque chose qui intéresse les Togolais aussi, c'est cette présence devant la presse cette semaine, la présence de votre parti politique, le CA, mais aussi cette présence du MCD et du parti LENI. C'était quoi l'idée? L'idée, c'était quoi? Vous savez, nous sommes sortis du 20 décembre et comme si on rentrait dans un coma. Et les gens avaient voulu nier l'évidence. Le CAR était le premier à avoir le courage de poser le débat sur la table pour dire que le mouvement que Tikpi a soulevé, là où nous l'avons, on a piloté pour nous faire aboutir au 20 décembre, si ce n'est pas un échec, il faut au moins reconnaître devant le peuple que c'est l'impasse. Voilà un peu en ces termes que nous avons posé les problèmes, en posant les causes qui nous ont amenés. Et nous avons demandé qu'on mette une période, que les causes soient étudiées, révélées au peuple, reconnues et qu'on change en notre sein. Nous avons demandé le changement que nous demandions aux autres au sein de la C14. Alors, ça n'a pas été accepté et c'est pour ça que nous avons suspendu, nous ne sommes pas allés à la fameuse conclave devenue journée de réflexion. Alors, nous avons vu qu'à la journée de réflexion, ils ont reconnu l'échec sans en démontrer les causes. Comment pouvez-vous savoir où vous allez quand vous ne savez pas ce qui vous est arrivé? Je dis souvent un truc que je cite dans la forêt de Tino Achebe qui dit « L'homme qui ne sait pas où la pluie a commencé par le mouiller ne peut pas savoir où ses habits ont séché. » En fait, quand tu traduis, le français ne traduit pas bien. Quand tu traduis du Yoruba et de l'Ibo dans notre langue, voilà un peu ce que ça dit. Donc, on avait besoin de savoir les causes et de pouvoir faire le changement à l'intérieur. Après la journée de réflexion, nous n'avons pas trouvé les solutions que nous voulions dans le document qui est sorti de la journée de réflexion. Nous avons alors pris sur nous de continuer à travailler et nous-mêmes nous avons sorti un document où nous avons demandé la rénovation de la coalition. Nous avons fait appel à tout le monde, aux 13 autres et aux 2 qui nous ont souvent accompagnés pendant la coalition mais qui n'étaient pas acceptés au sein de la coalition. Et les 2, c'est le PADET de Gbikpi et le NI. Le NI n'était pas membre de la coalition, il accompagnait le mouvement, il était à tous les mouvements avec nous jusqu'à la fin, jusqu'au 20 décembre. Alors, ceux qui ont accepté l'idée de la rénovation de la coalition, ceux qui ont accepté qu'on ne reprenne pas les mêmes erreurs, qu'on change de système de jeu, voilà ceux-là, nous avons accepté ensemble qu'on se mette ensemble pour aller aux élections municipales qui sont devant nous. Voilà un peu pour faire plus simple le schéma que vous avez vu la dernière fois, non seulement pour aller aux élections locales, mais aussi pour réfléchir en même temps pour un programme commun en vue de franchir les prochaines échéances qui vont venir devant nous, notamment en 2020, et pourquoi pas à l'après 2020. Voilà un peu les idées qui nous ont poussé à nous retrouver les 3 sur une plateforme électorale pour les communales, et en même temps, vous avez lu toutes les idées qui sont derrière pour aller de l'avant. Est-ce que c'est une coalition? Oui, c'est une coalition. C'est une coalition parce qu'il s'agit d'aller ensemble aux élections. À partir du moment où vous mettez ensemble, vous combinez des listes dans un certain nombre de circonscriptions électorales pour aller à une élection, le terme générique, c'est naturellement une coalition. Ce que les Togolais n'ont pas compris, vous étiez 14 au niveau de la C14, vous n'avez pas pu réussir ce que vous vouliez. Aujourd'hui, vous êtes 3. 3, y compris un parti qui n'était pas membre de la coalition. Est-ce que ce n'est pas petit? Petit en quel sens? En réalité, une coalition, je vous ai toujours dit, n'est pas une addition de sigles. Quand vous prenez les 14 qui étaient au sein de la C14, combien ont-ils déjà eu un mandat du peuple? Parce qu'en réalité, la vérité politique, la réalité de l'existence politique,
Ce n'est pas le fait de regrouper des gens dans sa famille et de créer un parti. Plusieurs nous disent, il y a eu une émission sur une radio la dernière fois, où on nous a dit qu'en réalité, le combat togolais a été plombé par la création de multitudes de partis politiques. Donc, en fait, le parti politique n'est pas l'essence de ceux qui ont le droit de décider du peuple, mais c'est le mandat que le peuple donne. Donc, quand vous prenez la C14, combien ont eu un mandat au niveau du peuple? Vous avez peut-être 2, 3 partis, plus le parti qui est le chef de la contestation. Donc, les autres ne sont pas minimisés. Ils ont mérité tout le respect, ils le méritent encore, puisqu'on a travaillé sans mettre d'échelle entre nous. Mais ce n'est pas le nombre. Une coalition ou un bon courant politique, ce n'est pas l'addition des sigles, mais les messages, l'orientation politique que vous avez et les moyens de mise en œuvre que vous avez. C'est ça essentiellement une vraie coalition ou un vrai courant politique. Vous aviez parlé de rénovation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est aussi là un échec pour vous? Puisque finalement, vous avez écrit à plusieurs partis politiques, mais au final, c'est seulement 2 qui semblent vous suivre. Mais quand vous avez une idée, et vous en êtes sûr, ce n'est pas le nombre de personnes qui vous ont rejoint qui fait le problème. Surtout quand vous abordez des questions difficiles. Est-ce que c'est pas important? Profondes. Est-ce que c'est pas important puisque vous-même vous faites allusion? Je vais y venir. Allez-y. Je vais y venir. Vous savez, je rappelle un truc tout simplement. Pour ne pas le comparer aux hommes, mais pour dire que c'est la nature humaine. Jésus a distribué du pain. Et tout le monde le suivait. Il y avait la foule devant lui. Mais lorsque le moment est venu où il devait affronter les armes, où il était prêt à affronter les difficultés, plusieurs ont quitté. Et il a dit, si c'est 2 qui restent, je fais le chemin avec eux. Ce n'est pas pour comparer, mais c'est pour dire que lorsque vous avez une conviction, vous avez une idée, et vous savez que cette idée est sûre, il faut avoir le courage de le défendre. Surtout si les autres reconnaissent. Parce que lorsque nous avons sorti notre document sur la rénovation, tout le monde a reconnu unanimement, et vous les journalistes aussi, dans plusieurs médias, j'ai écouté que plusieurs ont dit que les idées que le CAR a véhiculées, tout le monde s'y est rallié. La preuve même, c'est que lorsqu'ils ont été à leur journée de réflexion, quand ils sont revenus, ils ont demandé une audience au chef de l'État. Ils ont rencontré le chef de l'État parce que notre méthode, c'est la pression et le dialogue. Quand vous faites la pression, vous arrivez à un certain moment. Vous devez chercher le moment critique. Et à ce moment critique-là, face au pouvoir, vous devez obtenir tous les acquis démocratiques qui vous permettent de conquérir inéluctablement le pouvoir. Voilà la méthode du CAR. Et le fait qu'au sortir de la journée de réflexion, les autres aient accepté eux-mêmes d'écrire au chef de l'État et d'aller le rencontrer est déjà une bonne chose, que les gens aient rejoint la conviction du CAR, que nous avons toujours posé, que nous avions même posé sur la table pendant les 18 mois que nous avons vécu et qui n'a pas été accepté. Alors l'essentiel c'est ça. Ce n'est pas une gloire ou une fierté à en tirer, mais c'est le fait que les gens se retrouvent, qu'il y ait un consensus sur cette idée-là, permettre aux gens qu'on se mette ensemble pour l'utiliser, pour réaliser l'alternance pour ce pays, une alternance rassurante pour tous. Et je précise, ce n'est pas que si c'est l'idée du CAR qui fait le chemin, obligatoirement, c'est le CAR, c'est-à-dire que c'est le président du CAR ou le secrétaire national du CAR qui doit être devant les événements. Quand on prend notre idée et qu'on sait que c'est avec ça, on peut conduire la lutte à son port, même si on n'a aucun poste dans le bureau qui conduit les événements, ce n'est pas ça qui est important. Et nous souhaitions. Est-ce qu'il n'est pas difficile de croire ce que vous venez de dire? Comment il est difficile de croire? En fait, quand vous vous mettez avec le MCD et le NI, c'est ça, face à Maître Yavia Goïba, vous voulez nous dire que Maître Yavia Goïba se mettrait demain derrière les 2 autres leaders? Mais si nous avons des discussions demain qui nous permettent à ce qu'on fasse quelque chose, que le MCD soit amené à présider, pourquoi pas? Souvenez-vous, nous étions à la coalition Arc-en-Ciel. Et à la coalition Arc-en-Ciel, les gens ont présidé à plusieurs reprises. Le CAR n'a jamais pris le monopole. Dans la coalition Arc-en-Ciel, le CAR était le seul parti à avoir battu le RPT aux élections législatives de 1994 et à avoir eu des députés dans toutes les assemblées. Et pourtant, nous n'avons jamais revendiqué un poste prépondérant. Vous savez, nous sommes le seul parti
à avoir battu le parti au pouvoir dans ce pays à une élection législative. Nous l'avons battu parce que c'est nous qui avons eu la majorité relative. Je ne dis même pas que battu parce que nous avons pris le poste de Premier ministre. Non, nous l'avons battu parce que le RPT était derrière nous dans le nombre de résultats obtenus. Et pourtant, nous n'avons pas réclamé un poste de chef de file pour patronner toute l'opposition. Non, mais en fait, ce que vous venez de dire, en fait, ça n'existait pas à cette époque, quand vous évoquez le chef de file. Mais nous aurions pu travailler dans cette assemblée-là pour qu'une loi soit adoptée, pour que nous devenions chef de file, mais nous ne l'avons jamais fait. Et nous avons donné, c'est-à-dire que le même respect à tout un chacun. La preuve, c'est après cette épreuve-là, notre épreuve, que nous avions accepté que l'UFC nous désigne en 2005 un candidat. Lisez linéairement l'histoire de ce pays, vous verrez. Ah, d'accord. En fait, quand vous faites allusion à 1994, est-ce que là aussi, vous n'avez pas profité de tout l'engagement de Maître Yavia Boibo à une certaine époque, de la conférence nationale souveraine, ainsi de suite? Est-ce que ça aussi n'a pas joué en faveur de votre... Mais exactement, exactement. C'est effectivement une doctrine à laquelle les Togolais se sont engagés et qui a donné des résultats. Comment pouvez-vous croire? Quand vous le dites, lorsque les Togolais se retrouvent derrière une doctrine, derrière un mouvement, et que ça apporte ses fruits, mais c'est quoi? On doit s'en fâcher? On ne doit pas s'en réjouir? Comment vous ne vous êtes pas demandé comment est-ce que dans ce Togo, on est arrivé à obtenir le multipartisme? Comment on est arrivé à obtenir le retour des réfugiés et que Gilles Christ Olympio, où il n'était même pas accepté qu'il soit dans un avion qui fasse escale au Togo, on a accepté qu'il revienne. Et Maître Agbobo a envoyé des gens, ils sont allés l'amener, il a été accueilli, il a participé aux séances au Togo. Et puis après, on a eu le processus démocratique, on a eu une transition où Eyadema a été dépouillé de la... Il a accepté de céder l'ensemble de ses pouvoirs au Premier ministre et il était même conclu dans le texte que ceux qui doivent diriger la transition ne doivent pas aller aux élections. En fait, par la méthode que nous avions utilisée, nous avions obtenu, en fait, dans les négociations, l'alternance. C'est un autre courant qui est venu rentrer pendant la conférence nationale et qui a fait capoter les choses. Non, mais vous avez posé des questions, oui, vous ne voulez pas passer. Oui, mais puisque vous le rappelez souvent. Vous m'avez demandé. Ce n'est pas nouveau, vous le rappelez. Vous avez... Mais monsieur Pierrot, vous vous comportez comme si vous me posez une question, mais vous ne m'autorisez pas à répondre. C'est vous qui me demandez, est-ce que Maître Agboibo en 1994 n'a pas profité de l'aura de tout ce qu'il a fait dans les années 90? Non, c'est parce que c'est vous qui avez évoqué pour la première fois les élections de 1994. Ah oui, mais naturellement. Oui. Donc je réponds à votre question subséquente. J'aurais été impoli si je ne répondais pas. Ok, cette méthode qui consiste à faire la pression et à dialoguer, est-ce que les temps n'ont pas changé? Parce qu'entre-temps, vous avez été à la C14, mais on n'a pas vu les résultats de cette méthode prospérer. Parce que vous avez été trop seul? Parce que la méthode n'a pas été appliquée dans la C14. Il fut arrivé un moment, vous vous souvenez, je crois que ça devait être le 21 mai, où le CAR, après avoir répété à toutes les réunions, a écrit un papier, a soumis une réflexion écrite au sein de la coalition en demandant ce qui se passe là. Nous avons l'impression, le triangulaire qui se passe, nous avons l'impression que c'est un dialogue de dupes, c'est un marché de dupes et qu'il faut demander un dialogue direct avec le pouvoir. Il faut demander un dialogue où ils sont dans une longueur de la table. Nous sommes au sein de la C14 dans l'autre longueur de la table. Dans une des largeurs de la table, les facilitateurs et dans l'autre largeur, le groupe des 5. Et que face à face, on discute. Nous nous sommes demandé, mais dans cette situation où nous étions, où la pression était forte, qu'est-ce qui peut être aussi difficile que les Togolais face à face, qu'on ne puisse pas s'entendre dessus? C'est l'idée qui nous a guidés. Mais, monsieur Pierrot, vous savez le sort qui a été réservé au document, la réflexion que nous avions posée. Vous saviez même le sort qui nous-mêmes au parti avait été réservé. Aujourd'hui, on se retrouve à la croisée des chemins, où après avoir reconnu l'échec de 2020, de 2018 plutôt, du 20 décembre 2018, on n'est pas prêt à changer. On veut, c'est-à-dire qu'on non, prend... mais quand vous dites on, vous faites allusion à qui? Mais je fais allusion à ceux qui sont restés, par exemple, à la C14. Parce que le contentieux qui est entre nous aujourd'hui, et nous sommes prêts à discuter. En tout cas, le groupe que nous formons, nous sommes prêts à discuter avec le reste de la C14 et avec tous les autres. Le PNP, tout le monde. Mais le contentieux qui était resté, c'est que lorsqu'on est sorti et qu'on faisait le diagnostic, on voulait faire le changement à l'intérieur.
l'idée de candidat unique s'était imposée. On a posé la question du candidat unique comme condition pour pouvoir évoluer ensemble. La preuve, quand vous prenez la charte, il y a le terme candidat unique qui est intervenu. Vous savez que moi, j'ai présidé la commission préparatoire du conclave. Et il avait été insisté que je mette cette expression du candidat unique dans le document. Mais moi, je considère que c'est un grand contentieux. On ne peut pas obliger les gens à mettre, sans étudier le mode de scrutin que nous avons, la question de candidat unique. Je voulais faire un rappel. Vous vous souvenez déjà au moment de la journée de réflexion que la raison fondamentale, il a évoqué plusieurs raisons, mais la raison fondamentale que le PNP a pris pour ne pas participer finalement à la journée de réflexion après nous, c'est qu'ils ont dit qu'on pose la question de la candidature unique alors que la C14 n'est pas un parti unique de l'opposition. Retournez lire les documents ou écouter les interventions du PNP. Ça, c'est un premier. C'est le chef de la contestation, ça que nous avions connu, la dernière. Deuxième élément, au moment même où il finissait la journée de réflexion, à un meeting de l'ANC, il a été annoncé un candidat naturel de l'ANC. Alors, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire la politique avec de l'hypocrisie. Vous connaissez ces données-là. Tout ce qui évoque ces données, vous devez les mettre ensemble pour étudier la meilleure manière d'aborder la question de 2020 en abordant en premier lieu la question des élections locales que nous avons en face. Mais qu'on manipule pour nous obliger à un candidat unique, que des gens négocieraient ou auraient déjà décroché dans la diaspora, on ne sait même qui. Vous savez, c'est un jeu dans lequel on ne peut pas rentrer. Quand on écoute les anciens membres de la C14, chacun semble se donner sa raison et finalement on ne sait pas qui a raison ou qui a tort. Mais aujourd'hui, là, nous sommes devant une situation, c'est celle des élections locales qui vont avoir lieu très très bientôt, le 30 juin. Comment est-ce que vous allez vous positionner au niveau de votre nouvelle coalition? Non, nous avons dans notre document, et nous l'avons même déjà évoqué, lorsque nous avons proposé la rénovation de la coalition, nous avons proposé de sortir des rapports hégémoniques pour avoir des rapports bilatéraux. C'est-à-dire que le CAR et le NI discutent pour savoir où est-ce que vous avez des éléments ensemble. Et vous êtes très fort dans ces communes-là, vous deux, où vous pouvez les mettre ensemble. Comment pouvez-vous les mettre ensemble? Vous faites le bilatéral. Le CAR fait du bilatéral avec le MCD. Le NI fait du bilatéral avec le MCD. Et dans les communes où les trois, on est équitablement, implantés, on peut faire une liste où on met des gens de nos trois. Dans les lieux où on sait qu'il y a deux partis qui sont réellement implantés, on peut faire une liste à deux, ainsi de suite. Donc il y a des ententes bilatérales. Ces ententes bilatérales maintenant sont entérinées au niveau général, au niveau des trois chefs. Au niveau général, et c'est comme ça que nous le faisons commune par commune. Des 117 communes, et nous évoluons de commune par commune. Et puis voilà, on positionne et on confectionne ainsi la liste de la coalition, les listes de la coalition rénovée. Voilà, de manière simple, limpide, sans contour. La coalition rénovée, c'est comme ça que vous l'appelez? Oui, c'est coalition rénovée, nous l'appelons. Donc, vous n'avez plus rien du tout avec la C14? En fait, s'il faut... La C14 elle-même, telle que Tipeee l'a réalisée en faisant l'appel, n'existe plus. Donc, je crois qu'il faut préciser les choses. Vous parlez du reste de la C14, ceux qui ont signé la charte. Ça s'appelle toujours la C14. Ah, bon, ok, d'accord. Non, mais vous ne le saviez pas? Non, pour que les populations sachent. Parce que vous dites, nous n'avons plus rien à voir avec la C14. Comme si Tipeee peut être appelé en dehors de la C14. Comme si même l'ANC, vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez, ça peut devenir une maladresse si vous faites comme si vous, dans votre parole, vous avez exclu, par exemple, le PNP de ce qui s'appelle. Donc, voilà. Non, donc, en fait, vous voulez parler du reliquat de la C14? Je ne sais pas. Il y a une structure qui continue pas à s'appeler la C14. Je ne sais pas si on doit l'appeler le reliquat de la C14, mais il y a une structure... Donc, les 7 restants, c'est ceux dont vous voulez parler. Moi, j'ai besoin de la précision pour répondre. Mais vous si c'est ça, bien. ok, si c'est ça, nous sommes au CAR ouvert à toute discussion. Le document, la rénovation que nous avons proposée, elle reste. Ce n'est pas pour dire ce que le CAR a proposé, c'est à prendre ou à laisser. Non, on ne fera pas aux autres ce qu'on nous fait. Mais c'est les autres, quand ils nous appellent, on a des discussions avec eux. Mais ils semblent poser la condition que nous devons revenir sans poser de conditions. Alors que nous avons commis des erreurs qu'il faut rectifier. Nous ne pouvons pas continuer
avec la même chose. Franchement, le CAR ne peut pas continuer avec la même chose. Ce que je vais vous dire... Visiblement, le CAR veut être libre, en réalité. Non, voyez ça tout simplement. Non, voyez ça, c'est-à-dire qu'on est prêt à des discussions avec les autres. Non, je sais. Pour parvenir mais à des... Le CAR veut avoir les coups de franche, en réalité. Oui, nous voulons de la franchise, de la sincérité dans les discussions et nous voulons des changements profonds pour le peuple dans notre marche. Ce que je voulais dire, peut-être voyez ce que nous disons comme une équipe de football. Une équipe qui a les meilleurs joueurs, parce que la C14 c'était quand même redoutable, qui a les meilleurs joueurs et qui joue du 4-4-3, mais qui perd. Vous allez continuer à jouer le même système avec les mêmes entraîneurs. C'est comme ça que nous voyons la chose. Vous devez changer de système de jeu, obligatoirement. Sans changement de système de jeu, nous, on ne peut plus faire avec. Mais comme nous avons aussi une entité, les deux entités peuvent venir à des discussions. Et dans ces discussions-là, peut-être nous allons pouvoir évoluer ce à quoi ils s'accrochent. Et ce que nous demandons à être rénové, nous pouvons évoluer. Ça peut venir. Nous sommes vraiment ouverts. La question que tous les Togolais doivent se poser, je l'ai posée sous une façon déjà, c'est quels sont vos atouts aujourd'hui? Par rapport à... Non, l'atout essentiel, c'est l'orientation politique. Il faut le reconnaître. Parce que la méthode a fait ses preuves par le passé. Je crois que quand on a utilisé une méthode par le passé... Est-ce que ce passé n'est pas trop loin? Parce que vous aviez dit le CAR avait eu 36 députés, si j'ai bonne mémoire. Oui. Mais depuis les 36 députés, le CAR s'est réduit à avoir des députés dans le Vaud et dans le Yotor. Ça ne se compte pas en nombre de députés. L'orientation politique ne se compte pas en nombre de députés. Nous, le nombre de députés que nous avons eu en 1994, comme en 2007, comme en 2013, ce n'est pas ça le plus important. Mais c'est ce que nous avons apporté aux Togolais. Le multipartisme, la démocratie, le fait que vous et moi, Pierrot, on soit en mesure de s'asseoir, la liberté de la presse, et de discuter des problèmes politiques, de parler du chef de l'État là-bas, ce que tu ne pouvais même pas faire. Non, quand Eyadema était là, vous ne l'aviez pas fait seul aussi. Non, oui, nous ne l'avons pas fait seul, mais c'est un acquis démocratique. Pour tout le Je ne dis tout à fait. Voilà, donc c'est les résultats là qui sont notre fierté. Et non, la fierté de tout ce que nous avons fait ensemble, le phare, que ce soit Maître Degli, que ce soit Maître Kofigo, que ce soit Maître Jovi Gali, que ce soit Nicolas Lawson, que ce soit Roum Espero, pour citer ceux qui étaient les représentants au phare en ce moment avec Maître Agboibo, tous ceux qui l'ont fait, c'est tous ceux-là qui ont le mérite. Donc c'est ce résultat. Et quand je parle de ce passé, c'est aussi l'APG. L'APG, ce n'est pas avant les élections de 1994. L'APG est un bijou que nous avons offert aux Togolais. Et le résultat que nous avons, dont nous sommes fiers, c'est l'APG. Sans l'APG, que serait ce pays quand vous comptez à partir de 2005? Donc c'est en réalité les solutions que nous apportons à ce pays. Mais l'APG comporte toutes les solutions qui permettent de régler la situation togolaise. Oui, mais en fait, vous le savez. Oui. Vous le savez, sans l'APG, vous savez, il n'y aurait pas eu de législation 2007. Et il n'y aurait pas eu de législation 2013. Où nous avons pu, à partir de cette assemblée-là, changer un certain nombre de choses. Vous savez les interpellations que nous avons faites. Vous savez les questions de la faune. Si nous n'étions pas là, ces questions auraient été des questions de combat, de mort, et puis tout simplement. Oui, donc, mais il y a eu la paix, je suis d'accord. Oui. Mais il y a eu le 19 août 2017. C'est ce que je dis. Le 19 août 2017 est un rebondissement parce que les gens du pouvoir ont refusé d'appliquer l'APG. Donc le résultat est là. Ils ont refusé d'appliquer le résultat. Et je dis aujourd'hui, aussi longtemps qu'ils refuseront d'appliquer le résultat, il y aura encore des rebondissements pareils au 19 août. Vous avez l'impression que c'est fini. C'est pour ça que vous le dites. Que qu'est-ce qu'on en a tiré? Non. Et c'est pour ça que nous considérons que d'ici 2020, il faut créer les conditions d'une alternance rassurante pour tous. En organisant d'abord des élections libres et transparentes où chacun a les mêmes chances, pas comme on nous tire avec les locales aujourd'hui. Voilà un peu le résultat. Vous savez, j'ajoute une chose avant que vous ne finissiez. Si on était allé aux élections législatives de 2018 en obtenant les 8 membres à la CENI et que le PNP s'en sort avec 30 députés et que le CAR revient de 5 députés à 2 députés et que moi-même je ne suis pas à l'Assemblée, mais que l'opposition a la majorité, même que le PNP est 30,
Mais c'est-à-dire que, je vais te le dire en effet, c'est Vivi Kaka, tu ne peux pas. Non, je vais m'en jouir tellement que tu ne peux pas. Mais là, tu ne peux pas là, imaginer. Là, je ne vous comprends pas. Oui, ce que vous devez comprendre, ce n'est pas le nombre de députés que vous avez obtenus. Vous, seul parmi les autres qui est important. Mais le fait que vous ayez pu faire aboutir la lutte. Voilà ce qui est le plus important. Ce que les Togolais veulent, oui. Ce n'est pas que le cas ait 30 députés ou etc. Mais c'est de savoir que nous avons obtenu l'alternance. C'est de savoir que nous avons obtenu des victoires d'étape qui nous amènent à l'alternance en 2020. Je suis d'accord sur la question de l'alternance, okay. Mais vous ne parlez pas assez du parti au pouvoir, puisque sa position aussi, elle compte. Mais qu'est-ce que... Nous sommes des partis d'opposition. Pourquoi vous voulez que nous nous préoccupons pour ce que le parti au pouvoir va obtenir? La seule chose à laquelle nous devons penser, et nous l'avons dans notre théorie, dans notre ligne, c'est que on ne sort pas de ce système avec l'alternance où on a l'impression que c'est la jungle. C'est-à-dire que ceux qui ont gagné vont exterminer ceux qui étaient là, ils vont manger, et si ceux-là arrivent à trouver les moyens de revenir demain, eux aussi, ils vont manger. Non, c'est le peuple qui doit trouver l'intérêt. Donc ça doit être une alternance rassurante pour ceux qui sont au pouvoir. Nous devons constituer une garantie de sécurité pour ceux qui sont actuellement au pouvoir. Parce que s'ils ont l'impression qu'en acceptant l'alternance, c'est leur mort, s'ils ont l'impression que nous sommes dans une dynamique d'ablaudé, plutôt que dans une dynamique démocratique, mais c'est-à-dire que ça va être dit, vous n'obtiendrez l'alternance que dans le sang. C'est quoi la dynamique d'ablaudé? Non, ablaudé, vous savez, c'est l'indépendance. L'indépendance, ça veut dire que c'est notre pays, les Blancs doivent partir pour que nous prenions notre pays. La dynamique d'indépendance veut dire, ceux qui sont là, en fait, c'est des usurpateurs, ils doivent partir pour que les vrais... comment on appelle, les vrais détenteurs, ou c'est pas détenteurs, là, le terme m'échappe, prennent leurs choses. Alors que la dynamique démocratique, c'est qu'on remette le pouvoir au peuple qui choisit ceux qui doivent les diriger, mais ceux qui ont gouverné hier et ceux qui ont gouverné aujourd'hui doivent tous avoir leur place dans l'administration publique de ce pays, doivent tous avoir leur place dans les richesses de ce pays. Voilà la différence entre les deux pôles. Ce qui va se passer le 30 juin, je ne sais pas si vous allez vous taper entre vous, anciens partenaires de la C14, puisque plusieurs partis issus de cette structure vont participer aux élections locales. Comment est-ce que vous allez vous comporter sur le terrain? Puisqu'il y aura par exemple des candidats issus de l'ANC, il y aura des candidats de la CDPA et de tous ceux qui sont restés à la C14. Moi, je crois qu'il doit y avoir une certaine convivialité entre nous. Comme nous l'avons dit, moi je l'ai déjà énoncé dans tout ce que j'ai dit, que nous sommes restés ouverts à la discussion. Si vous êtes prêts à discuter encore avec des amis, à pouvoir trouver des compromis devant, il n'y a pas de raison de s'attaquer, etc. Donc pour nous, hein, c'est des rapports conviviaux. Les gens nous l'ont demandé à la conférence de presse la dernière fois et on a cessé de le répéter. Pour nous, c'est des rapports conviviaux que nous devons mener. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une seconde raison derrière. Il y a plein de manœuvres que le système est en train de faire. Vraiment des manœuvres incroyables que le système est en train de faire. Et il y a des manœuvres à faire même tomber des listes. Alors, si à un niveau, vous n'avez pas de liste et que vous devez être à couteau tiré entre vous, alors s'il n'y a pas de la bienveillance envers les autres, vous savez, nous allons y aller et c'est unir qui va encore sortir gagnant. Alors que ça fait plus de 50 ans de pouvoir pour un seul clan. Donc je considère que les rapports conviviaux vont nous permettre d'aller de l'avant. Ça n'exclut pas que dans les discussions que nous allons avoir entre nous, ces discussions vont être franches pour un changement réel dans l'orientation politique. Vous nous écoutez à Pyramide FM, notre invité du jour, c'est Jean Kissi, il est le secrétaire général du comité d'action pour le renouveau. Dans un instant, les questions des auditeurs. Chef, pose la question de l'ennemi là.
Merci, vous nous écoutez, je l'ai dit tantôt sur Pyramide FM 105.5. Nous avons un premier auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? On vous appelle comment? Taoufik, vous êtes en direct, votre question? Oui, bonjour Taoufik. Bien, bien, merci. Je ne sais pas, s'il fait allusion à vos partenaires, je n'ai pas trop bien compris. Est-ce qu'il est encore là? Il est parti. Non, il est parti. Non, je crois que la solution est simple. Je lui ai dit tout à l'heure qu'on évolue au cas par cas, commune par commune. Il y en a donc 117. En fait, c'est les milieux, les communes dans lesquelles on sent que deux partis ensemble ont des candidats sérieux, ont fait un minimum de travail. C'est dans ces communes-là qu'on met nos énergies ensemble. Ce n'est pas dit que c'est surtout les 117 communes, on prend tout le monde parce qu'il faut prendre pour prendre. Non, non. Nous pesons le poids réel sur le terrain et deux ou même trois partis qui ont de l'influence dans telle commune se mettent ensemble, discutent en bilatéral, évoquent leurs membres et on reconnaît que si c'est celui-ci, il est connu dans le milieu, il est proche des habitants, il a une crédibilité et c'est ça que nous mettons ensemble. Donc c'est au cas par cas en fait. La question de Théodore Adoubou, et c'est une question qui est laissée sur notre page Facebook. Pourquoi le cas a toujours eu des problèmes dans tous les regroupements politiques auxquels il a appartenu? Est-ce qu'il y a eu de regroupement au Togo où il n'y a pas eu de problème? Y a-t-il eu de regroupement au Togo où il n'y a pas eu de problème? Dites-nous le seul regroupement togolais qui est resté universel et qui est resté là jusqu'à présent. Dites-nous, il y a eu plusieurs regroupements auxquels nous n'avons pas participé. Par exemple au FRAC, par exemple au CAP 2015. Mais voilà, est-ce qu'ils sont encore ensemble aujourd'hui? Cela veut dire que bientôt, la coalition rénovée aura aussi ses problèmes. Nous espérons pas, nous espérons travailler mieux, nous espérons tirer les conclusions du passé. Mais je continue de vous dire une chose que vous ne voyez pas. C'est que nous sommes ouverts et nous sommes appelés à évoluer. Nous voulons seulement qu'un idéal soit accepté dans ce pays et qu'une méthode soit utilisée. Et lorsque nous arriverons à convenir de la meilleure orientation politique ensemble, on peut évoluer ensemble. L'essentiel, c'est de gérer les échéances que nous avons devant nous. Ce n'est pas de nous berner dans des débats philosophiques, non. C'est ce que nous avons devant nous, la manière dont vous vous organisez pour y aller. C'est ça qui a déterminé la coalition que nous avons mis en place pour aborder les élections communales qui viennent et les élections qui se présagent après, sans oublier que nous sommes restés ouverts à toutes les autres formations politiques. Vous savez, il est possible qu'après les élections communales, sur la manière d'aborder l'élection présidentielle de 2020, que le PNP soit disposé à discuter avec nous. Donc, ça doit être une combinaison des efforts. Ceux qui ont été, comme ceux qui n'ont pas été, ensemble, ce que vous avez obtenu, ensemble, la posture que vous avez, comment pouvoir le mettre ensemble pour pouvoir aller en 2020. Donc, je crois que c'est à ça. Pourquoi vous citez le PNP? Je cite le PNP parce que c'est l'ensemble des forces avec lesquelles nous avons travaillé ces derniers temps. Et vous savez, quand vous parlez de l'opposition, c'est l'ensemble des forces avec lesquelles nous avons travaillé ces derniers temps. Et je cite le PNP, je cite l'ANC, juste pour dire qu'il doit y avoir un travail qui doit être continué pour que nous puissions aborder la présidentielle de 2020
dans une dynamique. Je vais vous donner un exemple. Il y a un truc qui m'a ému, auquel je n'y ai pas cru. J'étais en Europe en ce moment et que j'ai trouvé brillant. Je n'y croyais même pas. Parce que les deux étaient des ennemis jurés. S'il y a un mot plus que ennemi, prêtez-le-moi. C'est ce mot qu'on devait utiliser. Mais les deux, ensemble avec d'autres partis, se sont mis ensemble sous une plateforme, un parapluie commun pour aller aux élections ensemble. Je veux parler du RHDP. Le jour où ils ont signé le RHDP, moi je n'y ai pas cru. J'ai dit que ça allait casser après quelques mois parce que Bédié et Ouattara ensemble, mais les ennemis jurés ensemble avec Mabri Touakeuse, mais je n'y croyais pas. Et pourtant, cette coalition, ce parapluie commun, a pu les amener dans le cadre des élections à 2 tours, à l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. Ils ont mutualisé, c'est-à-dire que toutes les mesures de sécurisation des élections, ils les ont mutualisées ensemble. Donc voilà un peu des schémas qui peuvent nous guider. Ils nous ont donné exemple aussi au Sénégal face à Ouad. Donc voilà un peu des choses dont nous rêvons. Est-ce que le Sénégal n'est pas le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Togo? Donc le Togo ne doit jamais... Non, en fait, c'est une question que je pose. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas copier de bons exemples? En fait, les idéaux sont les mêmes partout. Le fait de pouvoir travailler ensemble pour aboutir à un résultat, tout en s'entendant sur un certain nombre de choses. Du RHDP. C'est ça. Quand le PNP se mettait avec l'ANC et en même temps avec le cas, c'est quand même dans les mêmes postures. Des gens qui, à un moment donné, ne s'attendaient pas. Par exemple, au cas, vous avez eu à travailler à un moment donné avec les FDR. Est-ce que ce n'est pas un peu dans la même posture? Oui, mais c'est ce que je dis. Vous n'avez pas eu les résultats. Oui, mais c'est ce que je dis. Ah, mais vous avez dit que vous venez sur ma thèse. Regardez ce que nous avons fait au sein de la coalition. Et ça n'a pas amené au résultat à cause d'une simple question d'orientation politique. Parce que nous ne sommes pas assis autour de l'orientation politique. Lorsque la coalition était formée, c'était dans l'euphorie. Ça a été même dit dans le document de la journée de réflexion. Qu'on s'est retrouvé dans l'euphorie, sans évaluer exactement où nous allons, sans définir les orientations politiques, sans même définir une structure de direction. Il y a eu un chef de file, il y a eu une coordinatrice, le pilotage, on est rentré, il n'y a plus eu, rien eu, et nous avons continué. On a l'impression qu'on s'était enfermé dans l'euphorie, qu'on n'a pas réfléchi aux réelles dynamiques qui permettent d'aboutir à des résultats. Ça n'a pas manqué. Ces genres d'erreurs se payent cash, et ça a été payé cash. C'est pour ça que nous décidons que finalement, si c'était à refaire, qu'il faut le faire autrement. Deuxième auditeur, allô? Oui, votre nom. Kodio, vous êtes en direct, votre question? Bonjour, monsieur Kodio. La radio Victoire FM, après là, les deux que vous ne savez pas pourquoi ils n'ont pas prêté serment. Et j'étais rentré en ligne demandant à Jacob Ahama que le jour où Madame Adjamago passera à la radio, elle nous dise qui a donné l'ordre pour qu'il ne pas prêté serment. Et Madame Adjamago était passée, Jacob Ahama n'a pas pu le demander. Aujourd'hui encore, et vous semblez me dire que c'est à cause de l'ANC qui est derrière la candidature politique, alors que pendant les journées de réflexion, les papiers sont là. C'est l'ANC qui avait refusé. Cher ami Kodio, oui, quelle est votre question? C'est que je ne peux plus dire quelque chose qui n'a pas cité le parti qui est en cours. Parce que ça nous fait surtout dans la tête. Ils accusent les autres sans les citer. C'est ça qui me dérange un peu. Ok, Kodio, on a noté. L'auditeur semble dire que vous accusez les autres. Non, mais l'élément qu'il a évoqué, je crois que c'est vous qui pilotez l'émission. Vous êtes en mesure de lui répondre. Que jamais sur la question de la candidature unique, je n'ai accusé l'ANC. L'ANC n'a jamais été dans cette posture de la candidature unique. Il fait partie de ceux qui ont refusé cette théorie, de mettre cette théorie comme conditionnement avant les élections locales qui sont l'échéance qu'il y a devant nous. Et j'ai même cité l'exemple
de l'ANC qui avait dit qu'il a son candidat naturel, et j'avais cité le cas du PNP qui avait dit qu'on n'est pas un parti unique de l'opposition. Donc, l'auditeur n'a pas suivi l'émission, ou bien il est bloqué dans sa tête. Sans doute qu'il n'est pas bloqué, sans doute qu'il n'a pas bien suivi cette partie de l'émission, tout simplement. Prenons le troisième auditeur, allô? Allô, bonsoir. Oui, Mago, comment vous allez? Monsieur Ellison. C'est pas Mago? Non, c'est monsieur Ellison. Ah, Ellison, ça va, monsieur Pierrot. Ok, allez-y. Je salue mon grand-frère Kiki. Monsieur Ellison, c'est un joli nom, j'ai jamais entendu. Oui, Ellison. S'il vous plaît, j'ai une question à poser à monsieur Kiki. Ah oui. Je voulais lui demander, vous êtes un homme très ambiant, quoi. Mais il semble que vous faites trop l'éloge de Maître Agbouibor. Chaque fois, vous faites trop l'éloge d'Agbouibor. C'est ce que nos parents avaient fait il y a des années. Ils faisaient trop l'éloge. C'est ça qui nous a conduit jusqu'à maintenant. Jusqu'à 2019 tout arrive. Moi, le fait de faire l'éloge d'une personne, moi, personnellement, ça ne m'excite pas. L'essentiel, c'est qu'on puisse promouvoir ce que l'on a en tête. Plutôt que de faire l'éloge d'une seule personne-là, moi, ça ne me va pas tellement. Bien, merci. Et on doit laisser aussi l'affaire de... Si c'est pas moi, c'est pas toi, si c'est pas moi. Et ça se passe depuis le CAE, merci actuellement entre le CAE et ANC. Si c'est pas moi, c'est pas autre personne-là. Il doit parler aussi cette idée-là. Ellison, merci d'être passé en direct sur notre antenne. Notre invité va répondre. Non, merci Ellison. Je crois que dans la période où on est, c'est bon que tous les Togolais s'expriment un peu. Il faut l'accepter, puisqu'il défend en fait les mêmes choses. Il répète les mêmes choses que j'avais dites. J'avais même dit ici que si l'orientation politique est acceptée, si la méthode est acceptée, le CAR ne demande pas nécessairement à le piloter. En fait, c'est ce qu'il venait de répéter. En fait, il dit la même chose que moi. En fait, ce qui le gêne, c'est quand je dis le processus qu'on avait fait, quand j'appelle le nom de Maître Agbouibor, c'est ça qui... C'est qu'il ne vous croit pas. Vous croyez? Mais pourtant, il défend les mêmes choses que moi. Il dit il ne faut pas se donner la paternité. Alors, c'est la même chose que j'ai répété. Mais son problème essentiel, il a même dit au début qu'il apprécie ce que je dis et que je le dis avec énergie. Mais son problème, c'est que je fais l'éloge de Maître Agbouibor. Non, j'ai pas... Quand on fait l'éloge de quelqu'un, c'est lorsqu'on dit Yadema Agbe Ouezou, Rekakwe. Non, mais en fait, c'est ça faire l'éloge. Je ne fais pas... J'évoque des faits. Est-ce que vous ne le faites pas un peu? Moi, j'évoque des faits. Mais il est clair. Mais pourquoi, quand j'évoque le nom de Tikpi Achadam et de ce qu'il a fait le 19 août, pourquoi, quand j'ai parlé de l'ANC et de Jean-Pierre Fabre tout à l'heure, pourquoi vous ne m'avez pas fait le reproche? Parce que lui, il est mon président. Non, vous voulez m'enfoncer dans le moule. Voilà. C'est-à-dire que quand je cite un événement, je suis obligé, pour être honnête, et moi, l'honnêteté politique est une valeur que j'ai prise, je suis obligé de citer celui qui l'a fait. Tout à l'heure, quand je faisais un rappel historique, j'ai cité le nom de Degli, qui n'intervient plus dans la politique. J'ai cité le nom de Maître Jovi Gali. J'ai cité le nom de Nicolas Lawson, qui était au phare, mais avec lequel nous ne sommes pas dans le même parti. Mais pourquoi les gens doivent avoir de la démangeation quand je cite le nom de Maître Agbouibor? Reconnaissez ce qu'il a fait. Une question d'un auditeur qui nous regarde quelque part dans le monde. Donald Sossou, le cas, n'ont-ils pas quitté la C14 pour présenter tout simplement leur candidat à la présidentielle de 2020? Ah, mais je crois qu'il n'y a pas de mal à présenter le candidat à la présidentielle de 2020. On a cité tout un tas d'exemples. Vous prenez, j'avais dit, l'élection contre Ouad. J'ai dit le RHDP en Côte d'Ivoire. Vous prenez tout dernièrement, proche de nous, l'élection au Bénin. Mais malheureusement, vous voyez ce que ça a donné. Alors, c'est une conjonction des efforts avec des candidats, s'il y a 2 tours de scrutin, qui a permis d'aboutir au résultat. Nous, on ne fait pas de casus belli de cette question. On est ouvert à toute discussion qui permette au pays d'arriver à l'alternance dans l'assurance et sans faire peur à qui que ce soit. Donc, c'est notre option. C'est par rapport à ça que les gens doivent nous juger. Allô? Mais allô, bonjour. Bonjour. Mais on l'a pas, l'auditeur. Est-ce qu'on l'a? Allô? Allô, bonjour. Ouais, votre nom. Allô? Oui, votre nom. Je dirais soit bon niveau. Et votre question. Oui.
l'invité parle de système de géopolitique. Il parle aussi d'aboutir à la lutte et à l'alternance en 2020. Il parle aussi que le RPC sortait gagnant et l'UNIR sort aussi gagnant. C'est normal. Lorsque les leaders des partis politiques s'offrent à une coalition, lorsqu'ils s'en vont prendre des mallettes, que ce soit à Accra, que ce soit à Lomé 2, que ce soit un peu partout, en Guinée-Conakry, il ne peut pas s'en sortir. Il parle de méthode et l'orientation politique. Quelle méthode et l'orientation politique vous pensez adopter pour aller à la Sénat? C'est la corruption. Merci, je vous remercie. Alors, la réaction de l'auditeur qui nous a appelé de Nagonivé. Oui, c'est vrai que quand on mène un combat comme on l'a mené, qui aboutit là où on a abouti le 20 décembre, des gens ont beaucoup d'émotions. Il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Moi, je crois que c'est-à-dire qu'on est dans le même bateau qui est en train de chavirer. On est condamné à évoluer ensemble. C'est difficile pour moi de me mettre ici et d'accuser d'avoir pris des mallettes, On est obligé d'être... Même des gens peuvent prendre des mallettes. Si l'orientation politique est juste, vous ferez aboutir la lutte là. Vous le ferez. Vous ferez aboutir la lutte. Donc je crois qu'on comprend les émotions. Nous avons été à quelques petits niveaux des leaders dans ce sens-là, même si nous n'étions pas les pilotes. Et il faut accepter quand même les émotions des Togolais. Un autre auditeur. Après Philippe. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Pierre. C'est Kokou. Oui, salut. Kokou, comment vous allez? Ça va? Ok, allez-y. Je salue monsieur Tantikou. Bonjour, monsieur Kokou. C'est monsieur Pierrot. Je remercie Dieu que au moins la majorité des Togolais a mis à l'école pour comprendre certaines choses. Je voudrais demander à M. Jean-Claude, lorsqu'il était dans la coalition, lorsqu'il était celui qui a préparé le document préparatoire, il nous disait tout de suite, on le forçait à mettre dans le document la question de candidature unique. Il lui forçait. Et si c'était qu'on lui a forcé, mais arrivé au débat, s'ils discutent ensemble, si ça passe, ça passe, non. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas, non. Pourquoi on ne peut pas aller travailler ensemble sur un ordre du jour et après voir ce que ça va donner? Secondo, lorsqu'il nous parle il discute l'historique de l'histoire que le Togo a connu des événements, et quelqu'un lui demandait qu'il faisait l'éloge de Maître Abdou, il ne voulait pas accepter. Moi, je voulais demander, est-ce que c'est le peuple togolais qui a lutté pour avoir le multipartisme, ou bien ce sont des gens, des présidents de partis qui ont lutté pour avoir le multipartisme? Et pour terminer... Non, c'est bon pour les deux questions, cher ami Kokou. On va permettre à notre invité de réagir. Oui, je réponds tout de suite à la seconde. Naturellement, que c'est le peuple togolais qui a lutté pour avoir le multipartisme. Quand je parle du soulèvement de 90, 91, le mouvement piloté par Maître Agbouibo ne s'est pas multiplié par millions pour être dans la rue. Quand je parle du soulèvement du 19 août, du rebondissement historique du 19 août provoqué par Tikpi ne s'est pas multiplié par millions pour être dans la rue. Naturellement que c'est les Togolais. Nous-mêmes, on a participé à ces étapes de la lutte. Donc, notre philosophie ne peut pas être de dire que des gens ont le don de multiplication. Non, je crois que ça risque d'être un peu se masturber les méninges. Donc, je le rassure tout de suite. Il n'y a pas de problème. Alors, quand il revient sur un problème essentiel, en fait, il aurait voulu qu'on puisse s'enfermer dans un piège. Non. Quand vous allez quelque part, vous voyez que ce n'est pas ça l'orientation. Ça ne peut pas vous permettre d'avoir le résultat. Il faut avoir le courage de dire non. Il faut avoir le courage de dire non. Quand vous voyez la manœuvre se faire, vous laissez la manœuvre s'enfermer sur votre tête. Et après que vous allez commencer par sortir, c'est ça que je trouve plutôt de manque de couilles. Je ne sais pas si ceux qui sont restés dans le reste de la C14 aujourd'hui sont tous d'accord avec la candidature unique. Pierrot, appelez-les un à un. Vous êtes journaliste, donc investigateur aussi.
Investiguez un à un et demandez-leur s'ils sont d'accord avec ce truc de candidat unique dans un tel mode de scrutin au moment où le PNP et l'ANC disaient non. Demandez-leur, vous allez avoir les réponses. En tout cas, nous avons discuté avec des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec cette dynamique de candidat unique. Et pourtant, on va mettre ça dans un document et je vais signer. On va m'enfermer dans la discussion et après, on va aller te dénoncer au peuple. Ah, quand on écrivait, il était là. C'est parce qu'il a été mis en minorité. Quand vous savez que ce n'est pas la solution, vous ne pouvez pas vous enfermer dedans. Ce serait un peu de la myopie. En attendant le prochain auditeur, est-ce que vous serez candidat au local? Moi-même, Oui. si mon parti me sollicite, oui. Est-ce que vous avez cette envie? Moi, je dis souvent au parti, vous voyez la place que j'occupe et le travail que je fais. Je dis souvent au parti, comme je dis que tout d'abord, fusil à l'épaule. Ce n'est pas de ça qu'on parle? Oui. Je crois que l'expression française, c'est fusil à l'épaule. Je suis un fusil à l'épaule et si mon parti me sollicite pour porter ses couleurs quelque part, pour traduire ses engagements, je ne peux pas refuser. Pour moi, c'est une question de responsabilité politique. Moi, je ne vois pas des gens qui se mettent en politique ou qui disent qu'ils sont politiques. Ils viennent en réunion, ils ont envie de mener des réflexions, que vous puissiez leur répondre. Et lorsque le moment vient de s'engager pour sa nation, vous les voyez reculer, vous les voyez peureux. Non, moi je suis quelqu'un, quand vous êtes dans l'engagement politique, nous sommes même dans une période d'engagement politique pour libérer notre pays. Moi je dis souvent que je ne suis pas politique, je m'appelle combattant de la démocratie. À partir de ce moment, si vous êtes appelé, vous devez répondre. On entend de plus en plus ce verbe, libérer le pays. Est-ce que le pays est occupé? La libération d'un pays, vous savez ce que ça veut dire? La libération peut être une libération des mains des personnes, une libération peut être une libération des mains des colons, une libération peut être une libération d'une dictature. On libère le pays d'une dictature. C'est ce que les autres pays ont connu ces derniers temps. En tout cas, la vague démocratique que nos pays ont connue en 90, on a appelé vague de libération. Cette vague n'a pas constitué à chasser Kérékou du Bénin de ce pays-là, mais ça a constitué à réaliser l'alternance pour que, après, les compétitions soient libres. En fait, c'est de cette libération que nous parlons. Allô? Oui, allô, bonjour. On vous appelle comment? Non. Oui, quel est votre nom? Monsieur Eric. Eric. Oui. Mais allez-y, Eric. Bonjour, monsieur Zantiti. Bonjour, monsieur Eric. La dernière fois, il y avait un responsable du CAR sur le plateau. Je disais que le CAR est métro. C'est des leaders. Quand le CAR n'est pas devant une organisation, il ne compte vraiment faire passer les choses. Et quelques jours après, j'ai eu la preuve avec ce regroupement que vous êtes en train de créer encore. Mais moi, je me pose la question. Pour une élection locale, qui n'est pas comme une élection présidentielle ou législative, est-ce que ça vaut la peine d'aller, c'est-à-dire avec des listes communes dans des regroupements? Non, c'est sur le terrain, c'est un truc territorial. Il faut aller sur tout le terrain, prendre plus d'élus locaux dans le travail au niveau de la mairie. Est-ce que c'est intéressant, c'est bien d'aller dans une coalition sur le terrain? C'est mon inquiétude, quoi. Mais il va vous répondre. Ou bien, c'est parce que vous n'avez pas les moyens d'occuper tout le terrain que vous voulez jouer à ce jeu ou comment? Il faut faire la vraie politique quand même. Bien, merci, cher ami. Il va réagir à votre interrogation. Oui, merci, cher ami. Merci, c'est bien dit. Vous savez, ces élections locales ont été une manœuvre du pouvoir. Ils ont pris les gens de vitesse. Vous savez, vous connaissez le processus. Vous savez tout ce qui s'est passé. Vous savez tout ce qu'on reproche à ce processus-là. Alors, au niveau de chaque commune, on doit s'organiser. C'est-à-dire, on n'est pas dans une élection locale comme en France ou dans une élection locale comme au Sénégal. Que vous le vouliez ou non, le Togo est toujours dans un système de lutte contre une dictature, contre un système qui est là depuis 53 ans et qui n'a jamais varié. Et par rapport à ça, toute appréhension que nous devons avoir, c'est de s'organiser de telle sorte qu'on puisse se donner les moyens pour avoir l'alternance. Voilà, ce n'est pas... J'ai entendu des journalistes faire croire que c'était un combat juste pour le développement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a au Togo une situation où un clan s'est accaparé de toutes les richesses de ce pays.
Vous devez vous organiser pour libérer les richesses là pour tous les Togolais. Vous devez vous organiser pour libérer tous les pouvoirs pour le peuple togolais afin de rendre le jeu libre. La manière de vous organiser dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas dans une situation d'une élection locale comme en France. Et par rapport à toutes les manœuvres qui sont faites, vous savez qu'on a eu 8 à la CENI, mais aujourd'hui on se retrouve avec 2 à la CENI. Ça veut dire que nous n'avons plus aucun poids. Mais où est-ce que nous pouvons nous organiser pour sécuriser mieux les résultats? Si nous savons que dans une préfecture ou dans une commune, nous pouvons nous mettre avec le MCD ou avec le NI et compter sur des hommes sûrs du NI, compter sur des hommes sûrs du CAR pour sécuriser les bureaux de vote, pourquoi est-ce qu'on doit s'en priver? Voilà, c'est ces éléments que vous n'avez pas et je comprends que vous puissiez réagir comme ça. Mais redescendez et sachez que nous sommes dans une situation où tout combat que nous menons, toute élection à laquelle nous allons nous présenter, c'est d'abord une élection pour dire qu'on doit libérer le pays, on doit libérer les champs de l'exercice démocratique, on doit réaccorder tous les droits à tous pour que les élections puissent être libres et équitables, être des compétitions équitables dans ce pays. Voilà un peu ce vers quoi nous évoluons. Et c'est ça qui a nécessité que nous puissions mutualiser nos moyens dans un certain nombre de communes. La question de Rodolphe Ngoronfou, pourquoi plusieurs coalitions? Petite question. J'ai répondu. Non, mais en fait, oui, peut-être qu'il n'a pas suivi. J'ai répondu pour dire que nous sommes ouverts aux discussions. Il y a plusieurs coalitions parce qu'il y a aujourd'hui des orientations politiques différentes, tout simplement. Alors, lorsque nous nous aurons entendus sur une orientation politique commune, comme les gens l'ont fait au RHDP ou comme les gens l'avaient fait au Sénégal, ou même comme les gens l'avaient fait dans les 2 tours au moment des élections, la situation nous amènera à pouvoir mettre tout ça ensemble. Aujourd'hui, il faut comprendre, nous n'avons cessé de le dire depuis le lendemain des élections de cette mascarade-là du 20 décembre, nous n'avons cessé de dire qu'il y a un problème d'orientation politique que nous avons exprimé clairement dans notre document qui constitue le document sur la rénovation. Je crois que je vais aussi appeler les Togolais, parce que ce peuple est assez politisé maintenant, je vais appeler nos compatriotes, surtout ceux qui interviennent sur les médias, à lire les documents, à lire les événements de la vie politique togolaise, parce que ça a été exprimé clairement dans notre document. La belle époque de la C14 a connu plusieurs manifestations dans notre pays, mais aussi à l'extérieur, au sein de la diaspora. Et pour ce qui concerne l'intérieur du pays, la LTDH vient de produire un rapport. Ce rapport prend la période de juillet 2018 à avril 2019. Et le titre, c'est le titre qui m'interpelle ou qui interpelle plus d'un. Togo, la terreur contre le peuple. Est-ce que ce titre est justifié, exagéré ou pas? Monsieur Pierrot, tout ce que vous avez vu, tout ce qui s'est passé devant, vous connaissez un autre mot qu'un état de terreur? Et ce n'est même pas la première fois. La LTDH avait déjà pondu un document, si ce n'est pas en 98, ce devait être en 99. Un document intitulé Togo, état de terreur. Aujourd'hui, on revient à la même situation. Monsieur Pierrot, des événements graves qui se passent, parce que nous les hommes, nous passons, nos histoires restent. Je préfère qu'on ne les traite pas avec banalité. Dans un pays où on sort une milice parce qu'il y a des manifestations, ça n'a été connu au dernier siècle, à notre dernier temps en Afrique, au Rwanda. Et vous savez ce que ça a amené. Alors, je n'ai pas envie de tourner le couteau dans la plaie. Je souhaite en rester là. Franchement, ça fait mal parce que j'ai l'impression quelquefois, par rapport à ce que nous avons vécu, que pour ceux qui y croient, les yeux des morts nous regardent. J'en ai l'impression. J'ai l'impression quelquefois que les yeux de ce jeune de moins de 12 ans tombé à Toblécopé, que ça nous regarde. Mais je n'ai pas envie de tourner le couteau dans la plaie. Ce que je demande, c'est que chacun fasse ce qu'il faut pour que finalement on puisse trouver un grand compromis pour ce pays qui permette de penser ses plaies valablement. C'est ça qui est le plus important. Je n'ai pas encore eu connaissance de réaction du côté du pouvoir, mais est-ce que vous attendiez à une réaction venant justement du gouvernement? Oui, je crois qu'ils vont en faire, parce que généralement, toutes les dictatures nient ce que les grandes organisations des droits de l'homme écrivent. On a eu l'exemple à RDC. Même ce que je dis, Togo, état de terreur ici en 98, a été contesté. Donc, je crois bien qu'ils vont réagir. Mais s'ils ne réagissent pas,
ce serait un signal positif. Ça veut dire que s'ils ne réagissent pas, ça veut dire qu'ils savent quelque part dans leur fort intérieur que ça ne doit pas exister dans une nation et que peut-être psychologiquement, ils seraient déjà un peu disposés à faire en sorte que dans l'avenir, on aide au Togo une situation qui ne puisse plus nous amener de tels événements, s'ils ne réagissent pas. Mais s'ils réagissent, ça veut dire qu'ils ont refusé. Jusqu'à présent, ils refusent encore de voir. Entre 1998 et 2018, 2017, 2018 ou 2019, ça fait combien d'années? Est-ce qu'il n'y a pas une différence en termes de violence? Moi, je vais dire tout simplement que c'est peut-être la ruse qui a changé. C'est-à-dire qu'à l'époque du président Eyadema, ça se faisait avec une certaine brutalité et il n'avait pas peur de... C'est-à-dire que c'était de manière brute. C'est-à-dire que, voilà. Mais ici, les choses se passent avec une certaine ruse. On a envie de l'envelopper d'une certaine manière. Mais en fait, quand vous étudiez les faits, quand vous étudiez ceux qui sont tombés, quand vous étudiez la manière dont ça se fait, quand vous étudiez la manière dont les milieux sont militarisés, des villes sont militarisées, quand vous l'étudiez, vous avez l'impression qu'au niveau des faits, c'est les mêmes choses qui se répètent. Nous allons revenir sur ce rapport dans un instant, le temps de retourner au téléphone avec les auditeurs qui s'impatientent depuis. L'auditeur qui est là, on va l'insérer. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom? Oui, allô? Votre nom? Oui, Pelé, allez-y. Bonjour, honorable. Bonjour, Pelé. Ouais, je peux vous rappeler que je vous ai dit dans ce film qu'il y a le fondament d'Afrique nous attend. C'est ça, oui. C'était sur Victoire. Oui, oui. Bon, ce que moi j'ai dit, toutes ces choses-là, c'est parce que vous étiez ensemble, mais vous ne travaillez pas ensemble. C'est ça. Et vous êtes dans un plan que vous ne connaissez même pas. C'est ça. Vous faites la pratique sans théorie. C'est aveugle. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes à 3. Est-ce que parmi vos les 3 là, est-ce que vous vous rappelez que quelqu'un a fait quelque chose à son prochain et que vous avez tout fait et qu'aujourd'hui, vous pouvez aller jusqu'à 2020 avec les autres? Je peux dire aujourd'hui que ce que vous faites là, le pouvoir vous regarde. Ce pouvoir-là, il a les élections en 2020. C'est ça qu'il ne peut pas. Donc, il serait souhaitable, c'est une proposition, de voir mettre en position d'aller voir Jean-Pierre Pape, Mme Madiamago, pour se préparer d'abord avant d'aller à cette élection. C'est-à-dire, le mouvement que vous avez fait, c'est bon. Mais, c'est-à-dire, l'opposition, il faut que l'opposition s'organise d'abord pour pouvoir 2020. Vous pouvez aller à un comme ça dans les groupes, mais c'est bon. Mais préparez-vous aujourd'hui pour 2020. Bien, merci. On a compris, cher ami Pelé. Votre proposition, je crois qu'il a pris note. Oui, merci. J'ai entendu et je vais traduire. Je voudrais même espérer que les autres aussi sont à l'écoute et écoutent. Moi, personnellement, mon rêve, c'est ça. C'est un truc du type RHDP. Ça veut dire que même si le PNP a son candidat, l'ANC a son candidat, ou le CAR, ou bien la coalition rénovée a son candidat, comme ces deux tours, il y a la nécessité de la mutualisation, de la sécurité du scrutin depuis le moment où le scrutin est lancé. Ce n'est pas tard qu'on va le prendre. Hein. Même aujourd'hui, on a pris tard. Il faut reconnaître que pour les locales, on a pris tard. Hein. Ce n'est pas tard qu'on va le prendre parce que les gens avaient encore hésité. On nous insultait même au moment où nous avions déclenché qu'il faut aller à ces élections. Mais il faut s'y prendre assez tôt. On est même déjà en retard sur une élection, mais il faut s'y prendre assez tôt. Et quand je dis la sécurisation mutuelle du scrutin, c'est dès le moment où on annonce jusqu'au lendemain. Ce n'est pas que le jour du scrutin, on va se séparer. Jusqu'à la gestion du résultat, je crois que c'est important. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, Pierrot. C'est Kanidek? Oui, comment vous allez? Ah, ça va bien. Ok, votre question? Bon, est-ce que vous voulez que Pierrot, lui, c'est qu'il faut gérer les deux de façon alternative. Sincèrement, dans le même Il y en a deux. Non, mais en fait, là je n'ai pas compris. Ici, Togo, c'est les moves. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a dit, le pouvoir doit être finalisé. Alors que vous donnez une importance à la vision du
Non, ok. Moi, en tout cas, moi, je ne sais pas. Puisque moi, on me met des gens dans le direct, je discute avec eux. Ok, votre question. Oui, bonjour. Kanidek, je crois que c'est Kanidek. D'accord. C'est ça. Mhm. Oui. J'aimerais savoir quels avocats pour pouvoir convaincre les gens. Ma deuxième préoccupation, c'est que la coalition qui est faite avant-hier, vous l'avez dénommé la coalition renouvelée. Bon, ce n'est pas une manière de créer une confusion entre vous et ceux qui sont restés dans la coalition C14. Bien, merci pour les deux réactions. Merci pour les deux questions. Je crois qu'au moment où le CAR avait sorti le document sur la rénovation de la C14, nous avions déjà dit que notre objectif n'est pas du tout l'addition des sigles. Et ça, je continue de le répéter. L'objectif n'est pas l'addition des sigles. Et puis, au-delà de ça, nous sommes restés ouverts. Aujourd'hui, nous avons une coalition pour aller aux élections locales. Nous sommes ouverts à des discussions avec ceux qui sont restés et nous sommes ouverts aux discussions avec d'autres entités qui ont quitté le mouvement. Donc, c'est le travail qu'il faut faire pour aller à l'avenir. Et je crois que c'est essentiellement ça qu'il faut voir. Mais ce ne sera pas une addition de sigles. On n'est pas préoccupé du tout par une addition de sigles. Si vous avez une conviction, si vous trouvez un compromis ensemble autour de la conviction, je crois qu'il faut évoluer ensemble. Et je vous ai dit tout à l'heure, notre document est souple et notre document est fluide. Ce que nous souhaitons le plus, c'est la mutualisation de nos moyens de sécurisation des scrutins et au cours de ces élections locales et au cours de l'élection majeure qui va suivre, qui est l'enjeu capital pour lequel nous avons même perdu des vies humaines dans les 18 mois que nous avons connus. Donc voilà, ma réponse est toute simple. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié un volet de la question. Non, il nous reste 5 minutes. Nous allons prendre une question qui est laissée par Ecoissa TV qui intervient du côté de Bruxelles. Les leaders politiques se parlent tant sans s'écouter depuis 1990. Jean Kissi reconnaît-il ce constat? Est-ce que c'est ça? J'ai l'impression que on se comprend, mais on n'est pas encore arrivé à être d'accord sur les mêmes méthodes. Parce que ce serait trop facile de dire qu'on se parle sans s'écouter. Parce que quand vous discutez d'un élément, vous êtes dans une situation, vous allez jusqu'à proposer un document écrit lorsque ce que vous dites en réunion n'est pas entendu. Vous l'écrivez sur papier et vous le posez en réflexion au sein. Il n'y a que deux choses. Ou c'est accepté, ou c'est rejeté. Donc, je crois que depuis le début du processus, je reconnais qu'on a ce problème-là, que nous ne sommes jamais tombés ensemble sur la meilleure manière d'aller à l'alternance. Est-ce que nous croyons que c'est par la rue qu'il faut dégager ce pouvoir en place, quitte à boycotter toutes les élections à la base que nous avons devant nous et leur laisser tout en disant qu'un jour, c'est la rue seule qui va les dégager en rejetant les acquis, ou est-ce que nous associons la pression et le dialogue en sachant que le sacrifice du peuple ne peut servir qu'à obtenir des acquis démocratiques et à obtenir des résultats successifs aux élections en vue d'arriver à l'alternance? Voilà les deux questions qui se posent à nous depuis le début du processus, depuis le retour de Gilles-Christ Olympio, et on n'est jamais arrivé à s'entendre sur une option. Est-ce que c'est un problème, Gilles-Christ Olympio, puisque c'est la deuxième ou la troisième fois que vous faites allusion à son retour? Non, c'est juste un repère. C'est juste un repère. Aujourd'hui, naturellement, Gilles-Christ Olympio n'a plus la même orientation politique, n'a plus la même posture. C'est pour dire, parce que suivant l'intervenant, c'est pour dire depuis quand cette difficulté inonde de l'opposition. C'est ce que je voulais. J'ai compris. Ah, d'accord. Okay. J'ai compris, c'est un peu comme s'il portait la poisse.
Non, non, je vous dis, c'est juste une situation dans le temps. J'ai tout le respect pour Gilles-Christ Olympio et il a de l'admiration pour moi. Si vous l'approchez un jour, il vous le dira. C'est juste un repère dans le temps. Bien, merci. Depuis les années 90, plusieurs rapports sur les droits de l'homme ont été consacrés au Togo et il y a eu des améliorations en 30 ans. Mais comment maintenir une belle progression en matière de respect des droits de l'homme au Togo? Vous considérez qu'il y a eu des améliorations? Sans doute parce que le Togo est passé devant à l'EPU à Genève. Et des points positifs ont été notés quand même dans ce pays. Tout ça, à force d'évoluer dans ces commissions, souvent on dit qu'on ne peut pas accabler un seul tout le temps et on arrive à mettre un peu de formules diplomatiques dans les textes. Vous savez, moi, ce que nous avons connu dans les années en 2017 et en 2018, c'est vrai qu'il y a eu un moment où vous aviez l'impression que de 2006 jusqu'à 2008, même 2013, vous avez l'impression qu'on a lâché un peu de l'Est. Mais ce qui s'est passé en 2017-2018, mais c'est un recul inexplicable et inadmissible. Donc je crois que moi, c'est ma lecture, franchement. Vous habitez où? J'habite, vous savez, à Dijolé, là-bas. Oui, disons. Non, mais en fait, je vous pose la question parce que vous l'avez écouté à l'entame de cette émission. Je parlais de la ville de l'homme, mais vous rentrez dans les quartiers. Oui. Vous avez de l'inondation. Oui, non, mais vous savez, il ne s'agit même pas de savoir là où j'habite. Il s'agit de savoir que, c'est-à-dire que ce pouvoir a démontré, et je le dis aux Togolais, son incapacité à gérer ce pays. Je vous donne un seul exemple. Devant Seco BTP. Je crois que les allures là-bas, c'est Seco BTP même qui les a construits, les 3x3 là. Mais devant eux-mêmes, l'ancien siège de Seco BTP, toute petite pluie qu'il y a, inonde. Je dis toute petite pluie. Si je m'en demandais aux journalistes qui font souvent le tour et il y a de l'inondation là-bas. Mais ça, vous ne le comprenez pas. Mais il y a eu à Agbalepédo, comment vous l'appelez, cette retenue d'eau. Mais tout autour de la retenue d'eau d'Agbalepédo, mais c'est toujours inondé quand il y a pluie. Quand vous prenez 2 Lions, mais c'est grand boulevard. Comment on peut tracer un grand boulevard 3x3? Ça prend des précautions et aux encablures du boulevard, il y a de l'inondation. Mais ça veut dire que, en réalité, lorsqu'il y a 10 milliards pour faire les projets, on n'utilise pas les 10 milliards pour faire le projet, on utilise peut-être 5 milliards et on ne sait pas où les 5 milliards sont passés. Si tout n'est pas passé à l'eau comme la route Lomé-Vaughan en foin, c'est quand même dommage. Nous espérons que les élections locales vont venir corriger tout ce que... Vivement ces élections locales qui vont avoir lieu le 30 juin prochain. Le 30 juin, c'est un dimanche. Ce dimanche, cette émission que vous êtes en train de suivre s'achève ainsi. Merci à Jean Kissi, secrétaire général du Comité d'action pour le renouveau, d'être venu. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique de l'émission. Elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Le prochain rendez-vous avec vous pour le direct, c'est dimanche. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.